Bonjour. Donc, je suis Nicolas Cloac, le cofondateur de l'agence Bac à Sable, agence nantaise, spécialisée en design d'interactivité. Dans le design d'interactivité, il y a énormément de choses. Aujourd'hui, on va juste s'attacher à l'événementiel interactif. Euh, voilà. Alors, au programme, déjà les plus belles animations du monde sur PowerPoint. On va un peu essayer de faire le tour de ce que c'est l'interactivité sans en faire forcément une définition. Ce serait un peu prétentieux de ma part d'essayer de faire une définition précise de l'interactivité. On va plutôt faire un tour d'horizon de cette matière. Ensuite, on va aller regarder ce qui se passe au niveau de la production, on va dire, de production d'idées. Donc on va faire des stéréotypes et des généralités. C'est assez marrant. Et enfin, on va regarder ce qui se passe dans la vraie vie ou des cas concrets. Alors, l'interactivité. Quand moi j'essaye d'expliquer un peu mon métier à mes amis, ils me disent « Ah, c'est cool, tu fais des sites internet ». Oui, c'est pas faux, j'en fais. Tu fais aussi des applications. Oui, pourquoi pas, mais ça va un tout petit peu plus loin. Alors, si moi, dans ma tête, j'essayais d'extirper tous les mots qu'il y avait pour en faire quelque chose, c'est sûr que je vous répondrais « je sais tout faire ». Bon, ce n'est pas exactement le cas. C'est vrai qu'il y a énormément de matières, ergonomie, interface, graphisme, site internet, intranet, service web, voilà, plein de choses. C'est vrai que dans cette matière, on peut mettre plein de choses. Et puis, quant à ma pauvre grand-mère, elle croit toujours que je suis en études d'art plastique. Alors, la vérité, pour moi, elle est ailleurs. Voilà. On va commencer par une base. Alors, déjà, il y a effectivement un mot dans le domaine du numérique que moi, j'aime pas beaucoup. Je ne vais pas me faire forcément que des copains. Mais le digital, alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est réellement le digital, mais le digital, c'est une mauvaise traduction de l'anglais. Tout le monde l'utilise pour le numérique, mais en fait, le digital, ça vient de digital display. C'est ce fameux affichage à 7 bâtons pour un réveil. Donc ça n'a pas grand-chose à voir avec le domaine du numérique. Et en fait, c'est un peu un mot qui vient des années 80. Donc c'est vrai que pour définir quelque chose dans l'innovation, c'est pas totalement un mot moi, qui me met à l'aise. Et surtout qu'en ce moment, c'est un peu un abus marketing, c'est-à-dire que du digital, on en mange à toutes les sauces. Alors, si vous me permettez, pour cette présentation, on va le mettre de côté et on va parler plutôt de numérique, voire même d'interactivité. Alors, l'interactivité, si on regarde notre Bible Wikipédia, l'interactivité, c'est une activité nécessitant la coopération de plusieurs êtres ou systèmes naturels artificiels qui agissent en ajustant son comportement. Alors, il y a plein de mots super importants ici, très intéressants. Déjà, c'est naturel ou artificiel et ajustant le comportement. En fait, pour moi, l'interactivité, il y en a partout. C'est là où il y a un besoin de communication, il y a de l'interactivité. On n'est pas obligé de faire une débâcle technologique et d'être dans la technologie. Alors, c'est vrai que l'interactivité est associée au domaine technologique grâce aux interfaces homme-machine, les IHM, et ils ont raison. C'est très bien, mais on peut faire de l'interactivité avec bien d'autres choses. Là où il y a action, réaction, coopération. En fait, c'est modifier un comportement. Et pour ça, on peut utiliser énormément de sens, d'ailleurs, tous les sens humains. On voit d'ailleurs apparaître des mots comme marketing sensoriel maintenant. Décidément, le marketing est partout. Donc voilà, l'interactivité, pour moi, elle est partout où il y a coopération, agissement sur un comportement, et pas forcément technologique. Alors en fait, qu'est-ce que ça fait un designer interactif? À quoi ça sert? Alors, dans designer interactif, il y a designer. Un designer, ça s'appuie sur un premier pilier qui est l'esthétique, on va dire le joli, le beau. Ensuite, le pratique, l'ergonomie, comment ça marche, les usages. Et puis enfin, le process. Donc, comment je vais réussir à fabriquer tout ça, par quels moyens, et ainsi de suite. En gros, alors moi, j'ai un diplôme de designer industriel. Si je me compare à un designer produit, il va utiliser la même chose, les mêmes techniques, les mêmes piliers pour bâtir sa belle chaise. Parce qu'elle sera jolie, on sera bien assis à l'intérieur, elle sera fabriquée, par exemple, équitablement en France. Et bien moi, je vais faire la même chose, mais ma matière, c'est le numérique. Donc je vais utiliser le code, les logiciels, tous ces trucs-là. Si on poussait la blague un peu loin, je fais des tabourets en HTML. Voilà. Ensuite, à quoi ça sert en fait un designer interactif par rapport à un projet événementiel? Donc vous, mettez-vous à la place de mon client, vous êtes celui qui a une envie, un besoin, il y a quelque chose. Alors pourquoi je vais faire appel à un designer interactif? Tout simplement parce que nous, on va être celui qui va vous dire, on va prendre votre idée, on va vous dire oui c'est possible.
On va vous dire comment la faire, on va vous dire quel budget, quel prix à peu près ça va être. Mais surtout, on va surtout être celui qui va dire oui c'est bien, mais on va plutôt le faire autrement pour telle raison. Et puis enfin, je vais vous proposer beaucoup mieux, parce qu'effectivement vous avez raison, mais là on peut faire tellement d'autres choses avec votre idée. Qu'est-ce qu'il en résulte de tout ça? Eh bien, moi, j'ai été capable de vous fournir une recommandation technique. Quel matériel, quelle technologie utiliser, pour quel budget. Parce que les budgets, on va le voir tout à l'heure, c'est un gros morceau. Surtout la gestion de production. Moi, je vais être capable de faire le tampon pour vous, avec mes développeurs, avec les fabricants d'objets connectés, ainsi de suite. En fait, vous n'avez pas besoin de gérer la production, nous, on va la gérer pour vous. Parce que vous n'êtes pas forcément, on va dire, familier avec certains langages. Alors, bon, pour finir avec cette première partie, maintenant, on va faire un truc un peu rigolo, c'est qu'on va faire des stéréotypes, et notamment des généralités assez intéressantes. Je vais vous raconter définition du spectateur. On va s'attacher un peu à notre cible. Alors, un spectateur, si on voulait être bête et méchant, on dirait que c'est celui qui regarde, celui qui contemple, c'est un événement, un incident, un déroulement, une action, un simple témoin oculaire. En fait, c'est quelqu'un d'inactif, d'un vulgaire témoin et de passif. Alors, quand je faisais mes études, j'ai étudié en fait la notion d'interacteur, comment faire passer le spectateur à interacteur. J'ai rencontré un monsieur assez sympa qui s'appelle monsieur Weisberg, qui est maître conférence à l'université Paris 8, qui lui a une notion tout à fait particulière et très intéressante du spectateur, puisqu'il le fait passer en spectateur. Donc lui, il dit que c'est un acteur privilégié, placé au centre des dispositifs des destinataires sensibles, participant en recherche à séduire. En fait, tout simplement, c'est quelqu'un qui va être critique, qui va intervenir dans la narration, qui va être actif et en fait un intervenant. Il va vraiment être le héros de l'histoire. Il va modifier le fil. On ne va plus de A vers B, on fait A, Z en utilisant toutes les lettres. Et puis on voit ce qui se passe. Alors, un autre stéréotype, là je ne vais encore pas me faire du tout des amis, je vais vous raconter une petite histoire. Je vais raconter l'histoire de Kevin. Alors Kevin, il est chef de projet, directeur artistique, assistant de production dans une grande boîte. Et puis, c'est un grand jour pour Kevin, puisque aujourd'hui, il fait son exposé pour un grand monsieur, pour la marque principale de son agence. Et ce monsieur, en fait, il vient prendre le rendu donc, du brief qu'il a exposé il y a longtemps. Donc Kevin, il est très fort, parce qu'il maîtrise extrêmement bien son métier, il maîtrise extrêmement bien son sujet, et puis on ne va pas revenir là-dessus, parce que, voilà, c'est quelqu'un d'extrêmement bon. Il a eu un brief il y a longtemps, et donc là, il va faire sa présentation, il démarre, et puis là, c'est parti. Alors, présentation à la Steve Jobs, petit déjeuner partout, tac, tac, tac. Tout se passe très bien. Il reprend le brief, il refait son truc market, tout le monde est bien content. Puis arrive l'idée qui tue pour l'événementiel de la marque. En fait, voilà, Kevin, il vend quoi? Il dit, bah, moi, je vais vous faire une licorne à paillettes en hologramme, avec une vidéoprojection pendant la journée et une commande vocale sous l'eau. Ok, grand silence dans la salle. Le client adore, il adhère, c'est le brief parfait. Bravo Kevin, tu as fait exactement ce qu'il fallait faire. Donc conquis, ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis arrive une autre valeur. Donc oui, bon, alors cette licorne, elle est formidable. Je la voudrais bleue, évidemment, parce que ma femme préfère le bleu. Et puis pour mon événement, parce que c'est l'événement le plus important de ma marque, et puis il est dans une semaine. Ok, donc pas de problème, pris dans la liesse formidable de la présentation, Kevin adhère avec tous ses chefs. Et évidemment, tout en respectant le budget équivalent à 0,01% du budget de communication. Alors, on rigole, mais des projets comme ça, moi, des licornes, j'en vois 70%, ça représente 70% des cas qui tombent sur ma table. Et pourquoi, en fait? Il faut essayer de comprendre pourquoi ça arrive, ces choses-là. Déjà, pourquoi la licorne à paillettes? C'est parce que quelqu'un a déjà vu ça quelque part. Voilà, on a déjà vu le truc, mais on ne sait pas exactement dire comment. Il faut faire très attention à sa veille. Ensuite, bah oui, en fait, dans une semaine, ce n'est pas un souci parce que ça existe quelque part et la production, voilà, ça ne doit pas être sorcier. Je vais forcément trouver un expert, et il a raison, qui est capable de le faire. Et en respectant le budget. Alors ça, effectivement, aujourd'hui, on peut avoir des applications pour 1,99 €. Voilà. Bon,
Tout ça, ça arrive, et je vous le dis, c'est vraiment pas une fiction. Alors, vers les licornes et vers ces trucs-là, il faut y aller. Moi, j'encourage les gens à aller vers les licornes, et il faut que j'ai plus de licornes sur mon bureau. Par contre, il faut y aller intelligemment. Il faut savoir faire valider ces concepts, c'est-à-dire que oui, les licornes, on en veut. Par contre, baliser votre projet, on veut des contraintes. Les créatifs veulent des contraintes. Plus il y a de contraintes, plus on est créatif. Ensuite, super. On refait. Tout est possible. Alors effectivement, dans une temps de production d'une semaine, alors là je stéréotype, mais je vous jure que parfois on me donne 2 semaines de délai. Hein. Tout est possible, mais il y a une donnée que vous devez prendre en compte, c'est obligatoire, le temps est incompressible. Moi, si je commençais à réduire vos soirées et vos week-ends, vous ne seriez pas du tout d'accord. Et ensuite, hop là, ne négligez jamais le coût final. Alors, on va le voir tout à l'heure, toute une question de budget. L'interactivité, c'est du numérique. Le numérique, c'est utiliser de nouvelles technologies. Alors même si les nouvelles technologies, on va vers une démocratisation de tout ça, effectivement, ce sont des choses qui coûtent cher. Donc donnez-vous les moyens de vos ambitions. Alors, on peut résumer ça par un super petit schéma. Demandez-vous comment voulez-vous votre projet. Gratuit n'est absolument pas une option, évidemment. Donc effectivement, si vous cumulez deux cercles, si vous voulez rapide de bonne qualité, ça risque d'être un peu cher. Si vous voulez les rapides et pas cher, ça risque d'être un peu laid. Et si vous voulez pas cher et de bonne qualité, ça risque d'être un peu lent. Donc voilà. Et puis les 3 solutions, ça fait non. Je suis désolé, c'est pas trop possible. Alors, l'importance du budget. C'est vrai qu'on parle beaucoup du budget. C'est quelque chose qui a énormément sa place dans ce genre de projet, parce que je vous l'ai dit, on va sur les nouvelles technologies et ça coûte un peu cher. En tous les cas, les devices sont pas fins. Les devices, c'est vrai que vous achetez votre smartphone à peu près 50 € chez Orange, mais en vrai, il coûte 700 € chez Apple, quoi. Donc, en gros, la réalité aujourd'hui, voici un brief client, voici le budget client. Brief client, budget client. Encore une réalité. Pourquoi? Parce que effectivement, pour aller d'une... Alors ça, c'est les choses qu'on utilise le plus, nous, on va dire... en termes d'événementiel, de l'événement tablette vers un écran LED, un vidéoprojecteur, des objets connectés. Alors les objets connectés, je parle des objets connectés sur mesure, pas ceux qu'on achetait à la Fnac. C'est-à-dire que ceux, par exemple, là en ce moment, on m'a demandé de faire des socles de bière qui allument des lustres. Voilà, donc ça c'est un objet connecté sur mesure. Oui, c'est vrai. Et enfin, la table tactile, le truc le plus démocratique en ce moment. Et bien, tout ça, si vous regardez le prix, voilà, une tablette, par exemple, une tablette Android, c'est environ 300 €. La Surface Pro, elle est environ à 800 €. Et encore, quand on ne l'équipe pas. L'écran, un bel écran LED, parce que maintenant, ce qui se passe, c'est que comme on a des grands écrans chez nous, et ben, quand on va dans un événement, on veut encore plus grand. Donc du coup, on se tape du Sony 55 pouces curvé à 2000 €. Ça, c'est à peu près le prix d'un écran. Vidéoprojecteur, évidemment, ça va du vidéoprojecteur de salon, mais sachez que quand vous voulez une vidéoprojection en plein jour, il faut des barcots monstrueux qui coûtent à la location un bras. Enfin, les objets connectés, comme on disait, donc ça va à peu près de 200 à 2500 €, parce qu'effectivement, l'électronique à l'intérieur, le capteur, ça ne coûte pas forcément cher. Le mec qui va intervenir pour faire ses soudures, bon, c'est un prix homme, mais après, il faut le faire fabriquer. Donc, c'est forcément des petites pièces. Alors, il y a des gens très bien qui font des petites quantités, mais faites un socle plastique avec une boîte sur mesure pour coller le machin, le truc et ainsi de suite. Vous faites 5 unités, ça coûte aussi très cher. Enfin, ça coûte très cher. Vous allez vous en tirer pour 250 € l'unité. Et puis enfin, la table tactile. Alors oui, la table tactile, ça coûte de moins en moins cher. Par contre, on en veut de plus en plus, des plus grandes, avec une meilleure technologie, et ainsi de suite. Donc ça va, on va dire qu'une table tactile captation infrarouge, ça coûte environ 3500 € aujourd'hui sur le marché. Et puis en capacitif projeté, on va vers un peu plus cher. Donc évidemment, quand vous venez avec un budget de 2000-2500 € pour un événement tactile, eh ben, on est déjà un peu ric-rac. Et quand on se dit que on veut juste des écrans avec une vidéo, bah, c'est pareil. Hein. C'est-à-dire qu'il va falloir passer sur du 40 pouces et pas du 55. Donc la réalité, elle est là. C'est indéniable. Il faut faire avec. Donc il faut un peu s'adapter. Alors, une autre variable qui est vraiment très importante dans un projet, je crois que aussi importante que le budget, c'est la durée d'un événement. Il faut savoir se faire accompagner. C'est-à-dire que selon nous, moi je fais une grosse corrélation entre durée événement et robustesse de la technologie que je dois vous proposer. Tout simplement. Alors, si on prend, je vois pas très bien avec
avec le soleil. Si on prend tout simplement une durée d'événement standard, c'est-à-dire de 0 à 3 jours, environ une semaine, puis un mois, puis plus d'un mois vers une année. En fait, vous devez adapter la technologie dont vous avez besoin ou que je vais vous proposer, simplement parce qu'entre 0 et 3 jours, on va pouvoir proposer des trucs beaucoup plus prospectifs, des nouvelles technos, où moi je vais demander à mes développeurs d'aller taper dans les SDK ou de faire un peu d'R&D pour envoyer un peu du lourd, pour faire du wow effect à fond, parce que personne ne l'a fait. Pourquoi? Parce que pendant 3 jours, moi je peux envoyer une équipe technique qui ne va pas forcément coûter plus cher, qui va être derrière pour redémarrer, pour éviter l'énorme écran bleu Windows. Voilà, donc là on peut pallier cette chose-là. À partir de 3 jours, moi je propose plus de choses tant qu'elles ne sont pas plug and play. C'est-à-dire que là, à partir de 3 jours, je vais être obligé de faire confiance à quoi? À des hôtesses. Les hôtesses, c'est pas leur métier. Elles sont là pour de la démonstration. Donc, former une hôtesse, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais c'est pas facile, parce que déjà que j'ai du mal à vous expliquer mon métier, alors allez expliquer à quelqu'un qui est là juste pour un jour et à qui on a demandé 1 milliard de choses. Donc du coup, le plug and play, on arrive, on branche, ça démarre, et à la limite, un petit service technique s'il y a un bug. Voilà. Plus d'une semaine à un mois, c'est les normes matérielles grand public, tout simplement parce que il va y avoir sûrement des enfants, il va y avoir des gens méchants qui vont essayer de bugger les trucs, casser les choses. Voilà, donc normes matérielles grand public, c'est étanchéité, incassable, robustesse, on inclut ça dans des grosses tables, et ainsi de suite, parce qu'il faut que ça soit un peu à l'épreuve des balles. Sinon, vous allez m'appeler tous les jours pour que j'intervienne sur le site, parce qu'on a débranché un câble, parce que les gens débranchent les câbles, c'est assez hallucinant. Ils volent même les câbles. Bon, bref. Et surtout, étanchéité des choses. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais quand on a une table tactile, tout le monde pose ses verres dessus. Alors, bon, pourtant, on sait que ça coûte cher, hein, c'est un bel écran et tout ça, mais je ne sais pas pourquoi tout le monde pose son verre sur la table tactile. Voilà. Et puis enfin, entre 1 mois et 1 an, alors là, c'est des technologies qui doivent être éprouvées depuis longtemps. On est beaucoup dans la longévité. Donc, par exemple, on va essayer de détourner du RFID, parce que ça, on sait que ça marche. Le truc, il est utilisé dans un domaine industriel. Voilà, on sait qu'il n'y aura pas de souci. Le tactile, maintenant, ce n'était pas le cas il y a 5 ans. Voire 5-6 ans, quand les tables tactiles, c'était avec des caméras de repère et la technologie les nuit, là, c'était insupportable, ça faisait n'importe quoi. Enfin bon, aujourd'hui, on est capable d'avoir une bonne table tactile si on l'achète un peu cher, en capacitif projeté à l'épreuve des balles avec de la lumière et tout, il n'y a plus de souci. Et surtout, le temps d'un événement va vous donner, et encore une fois, on rattache le budget, la variable location ou achat de matériel. C'est-à-dire qu'une table tactile, bon, je reprends tout le temps le truc de la table tactile, mais tout le monde le connaît. C'est qu'une table tactile, ça se loue avec les gens qui viennent l'installer, plus l'installation logicielle, plus le service technique. En 3 jours, vous êtes au prix de la table tactile. Donc, on va dire que sur une semaine, au bout d'un moment, il faut amortir le prix. Si vous faites une location sur une année, laissez tomber, vous aurez pu acheter un parc sans souci. Donc voilà, donc toujours rattacher le temps d'un événement, c'est super important. Alors, maintenant, on va s'attacher un peu plus à des cas concrets. Des cas concrets avec une certaine expérience de notre part. Alors, moi j'ai envie de faire de la Kinect ou du AirTouch, alors, pour ne pas citer la marque de la super caméra de chez Microsoft. Donc j'ai envie de faire de la captation voilà, AirTouch. Donc oui, pourquoi pas. Alors après, ce truc-là, nous on le fait pas souvent parce que c'est une vraie plaie, clairement. Il faut savoir qu'il y a énormément de choses à éviter. Alors évidemment, la règle de la lumière directe, on va le voir, c'est pour d'autres choses, ça peut pas pareil, parce qu'évidemment, qui dit captation infrarouge dit, quand on passe par la lumière, par exemple dans une boîte de nuit, essayer de faire une captation infrarouge dans une boîte de nuit avec tous les spots qui font... C'est insupportable, c'est même quasiment impossible. C'est-à-dire que vous avez un blob rouge qui se balade à peu près tout le temps. Alors la lumière directe, déjà, conseiller aux gens d'installer pas de spot directement. Quand vous êtes sur un salon, il faut virer la barre de lumière, ainsi de suite, ainsi de suite. Et surtout, par exemple, dans une vitrine, comme ça nous est arrivé à Nantes, quand on fait une vitrine, on ne maîtrise pas le soleil. Ça, c'est un truc qu'on peut pas, c'est foutu. Donc si la vitrine est exposée à un moment au soleil, vous vous tapez 4 heures où la vitrine est complètement inactive parce que ça inonde la caméra. Donc voilà, donc là vous avez un client qui vous dit je comprends pas, ma vitrine ne marche pas pendant 4 heures. On dit bah, moi je contrôle pas le soleil, ouais mais c'est pas, vous auriez dû y penser avant.
Oui, sauf que vous n'avez qu'une vitrine et que je ne sais pas comment on aurait pu faire autrement. Donc c'est assez difficile. Puis alors ça c'est foutu. Une fois que ça tape dedans, il faut attendre que l'ombre revienne. Ensuite, la disposition, la distance de captation, petite faute. En gros, quel est le meilleur moyen, la meilleure distance où je suis le mieux capté? Alors maintenant, avec la Kinect 2, on est capable de savoir si la personne ferme le poing à peu près 2 mètres, 2 mètres 50. Mais c'est pareil, c'est-à-dire que vous avez une espèce de distance. Par exemple, on va prendre, sur le dernier projet, on a 2 mètres 50 de distance. 2 mètres 50, c'est quand même assez gros. Et quand vous êtes dans la rue, un trottoir, ça ne fait pas 2 mètres 50. Vous êtes directement sur la route, là. Donc, il y a quand même un petit souci. Alors après, évidemment, on règle, il n'y a pas de souci, hein, on règle et tout ça. Mais déjà, la distance de captation, c'est quelque chose à prendre en compte. La gestuelle large public. Alors ça, c'est un truc qu'on s'est pas mal rendu compte. On fait, alors la Kinect, c'est, vous avez vu les jeux, faut quand même bien bouger. Et en fait, les personnes, quand on leur dit mais si, allez-y, vous pouvez tourner la page en agitant le bras. Ben, la personne, elle va faire ça. Et ça c'est trop près du corps pour avoir une bonne gestion. Alors il faut lui expliquer de faire ça. Donc en gros, quand je dis gestuelle large public, c'est quelque chose que les gens font quotidiennement. Voilà, il faut essayer de trouver des gestes. Donc c'est passer la main. Et ensuite, il faut vraiment assister les gens, les inciter. Alors ça, j'ai mis ça quelque part. Les inciter, en fait, c'est pas grave. Les inciter à venir toucher, à venir faire quelque chose. Il faut que l'écran, ça soit marqué presque. Venez toucher l'écran, venez faire ça. Parce que, ou alors, quand on passe devant, il faut qu'il y ait une incitation à la participation. Sinon, on ne va pas le faire. Et surtout, les gestes, alors ça, c'est à nous de le faire et à nous de le régler. C'est-à-dire que les gestes, on doit être entre le tout petit, la personne qui ne veut pas se montrer, et celui qui va faire un peu n'importe quoi. Donc ça, il n'y a pas de secret, c'est du réglage. Ensuite, le nombre de silhouettes détectées. Alors, ce qu'on nous dit dans la publicité, par exemple sur la 1 ou sur la 2, sur la 1, on détecte 3 silhouettes. Oui, c'est vrai, mais on ne peut jouer qu'avec une seule. Donc ça veut dire que n'essayez pas de faire des jeux à 3 personnes. Enfin, en tous les cas, dans les SDK de développement, c'est un peu scabreux. La nouvelle, la 2, nous permet de détecter 6 silhouettes, et effectivement, sur 2, on est à peu près pas mal. Ce qui veut dire que, moi je prends ça d'un truc différent, c'est-à-dire que je ne vais pas proposer à mon client qu'il y ait 1 ou 2 silhouettes, c'est surtout que si ça détecte 3 silhouettes, ça veut dire que vous êtes en train de jouer dans la rue, avec la super vitrine interactive, mais en fait ce qui va se passer, c'est que déjà vous allez embêter les gens, vous êtes pareil sur le trottoir, vous embêtez les gens, et les gens vont passer devant vous, va y avoir un flux, et ainsi de suite. Donc c'est pas facile dans la rue, c'est beaucoup plus facile dans un lieu maîtrisé. On va pouvoir mettre des petites plantes, des trucs comme ça, délimiter l'espace de jeu. Effectivement, il faut faire très attention à ce genre de choses. Et enfin, la citation à la participation, mais ça, je vous l'avais déjà dit. Alors, moi, j'ai envie de faire un événement tactile. Alors, la table tactile, ça, c'est un truc assez sympa. Quelles conditions lumineuses? Parce que je ne sais pas si vous avez déjà utilisé une super table qui s'appelle la Microsoft Surface. Je ne vous passerai pas cette vidéo à Microsoft. Mais c'est une catastrophe. L'expérience tactile est géniale, mais alors c'est une catastrophe dès que vous l'amenez près de la fenêtre. Je crois que même sous un pont lumière, c'est pas possible. Donc en gros, pourquoi? Parce que c'est une technologie qui s'appelle... pas forcément la Microsoft Surface, mais on va dire sur d'autres tables, infrarouge. Encore une fois, on retrouve l'infrarouge, faites attention à la lumière. Donc ça veut dire que j'achète une table, pas cher, parce qu'aujourd'hui l'infrarouge ça ne coûte pas forcément cher. Alors, je ne sais pas si vous savez comment fonctionne une table tactile, mais c'est ultra simple. C'est-à-dire que c'est un écran LCD que vous pouvez acheter dans le commerce, avec un ordinateur et une dalle tactile qui vient repérer le doigt, et c'est branché en USB, c'est comme une souris. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça, c'est bête comme chou. Donc ça veut dire que le périphérique, s'il est infrarouge, il est très sensible à la lumière. Donc ça veut dire qu'il va y avoir plein de petites barres de LED comme ça qui vont lui faire le tour et puis qui vont se répondre entre elles. Alors, ça pose problème en salon à cause du pont lumière, évidemment, malgré que maintenant les marques arrivent à pallier à peu près tout ça. Mais la deuxième chose, c'est la manche de costume. Alors, quand on est en événement salon, tout le monde atteint un costume. Tout le monde. On arrive, il pose la main, et en fait, sur un costume, la manche tombe. Et donc ça bloque la barre de LED. Donc ça, c'est le syndrome de la manche de costume, c'est insupportable.
En gros, ce que je conseille le plus là-dedans, c'est d'aller chercher une technologie qui s'appelle capacitif projeté et qui est vendue sur certaines tables. Alors effectivement, qui coûte beaucoup plus cher. Vous passez d'une table de 3 000 € à environ 6 000 €. Mais alors par contre, la différence, elle est énorme. Parce que tout ça, vous ne l'avez plus. L'expérience tactile, derrière, elle est... Alors, la manche de costume, c'est le même problème pour aussi la poussière. Là, je suis intervenu chez un client, pas plus tard que la semaine dernière. Il m'avait dit, je vous jure, je ne vous fais pas déplacer pour rien cette fois-ci, parce qu'en fait, c'était dans une usine et les ouvriers n'arrêtaient pas d'éteindre et allumer l'écran. Quand je vous dis que les gens font n'importe quoi, c'est assez hallucinant. Et il me faut intervenir, et je dis, non, je ne viendrai pas, parce que je vous jure, il suffit d'allumer le bouton. À chaque fois, je vous dis, c'est un peu redémarrer votre box Internet. Et en fait, j'arrive et il y avait une grosse poussière sur le bord de la table, et en fait, qui faisait style que ça repérait un doigt. Voilà, c'est aussi bête que ça. Ah oui, alors ça c'est super important, sur un événement tactile, vous avez 3 secondes pour convaincre. Ça c'est une règle d'or, c'est-à-dire que la personne, elle va arriver, elle va faire ça. Si ça marche pas, s'il n'y a rien qui se passe, s'il faut faire une démarche de quelque chose pour avoir quelque chose, c'est foutu, elle est partie. Vous ne l'avez pas capté. Donc il faut bâtir une expérience où dès qu'on s'approche, c'est magique, il y a quelque chose qui se passe. Des gestuels, encore une fois, grand public. Aujourd'hui, le tactile, même un enfant de 2 ans est capable de l'utiliser. Hop, c'est marrant, tac, tac, c'est très facile. Par contre, n'allez pas me faire des usines à gaz. Genre, encore une fois, un cas client. J'ai un constructeur de voitures qui voulait absolument faire un truc... Enfin, c'était un effet waouh, quoi. Donc, en gros, pour fermer les fenêtres, alors pour faire passer la fenêtre, on ne faisait pas ça, il fallait vraiment que la personne lui dise « moi je veux des grands gestes ». Donc moi je code mon application de manière à ce que le slide se fasse de A jusqu'à B comme ça. Et puis pour fermer les fenêtres, il fallait prendre de haut en bas comme ça. Bah oui, ce qui s'est passé, c'est quand on est arrivé sur le stand et qu'effectivement il y avait la démonstration du commercial, donc c'était wow, c'était génial, il faisait ses grands gestes, il pouvait dessiner des triangles et ainsi de suite pour déterminer les 3 termes principaux de la marque. Sauf que après c'était la destination du public, et on l'avait prévenu. Le public il comprenait rien. Il essayait de fermer les trucs, il essayait d'appuyer là où il appuyait. Lui il voit une croix, hop il tape sur une croix. Donc voilà, encore une fois, il faut se baser sur les trucs que l'on connaît, que le public connaît. Bon, ça c'est la règle d'or, mais je pense que vous connaissez. C'est-à-dire ce qui vous plaît à vous, c'est bien, mais n'oubliez pas que vous faites quelque chose à destination du public. Ensuite, le syndrome de la grosse papate. Alors. Ça, c'est pareil. C'est-à-dire que quand on commande ou on code une interface tactile ou une application tactile, en fait, les gens, ils font quoi? Voilà, ils font ça. Alors, allez leur expliquer après, oui, mais non, mais en fait, ma table tactile, elle est mono-utilisateur, elle capte que 10 points de touche, et puis en fait, il faut bien faire ça, il faut faire ce geste-là. La personne, elle est déjà partie, en gros. Donc, ça veut dire que quand il fait ça, paf, il faut la détecter. Et encore une fois, ça, c'est un conseil sur la technologie. Il y a la technologie tactile, parfois, quand elle est un peu moins chère, elle est qu'à 10 points de touche, c'est-à-dire que vous allez repérer que 10 doigts en même temps. Aujourd'hui, on est capable d'aller jusqu'à 40, voire maintenant beaucoup plus. Dans les communes, on va jusqu'à 40 points de touche, voire beaucoup plus, voire 60, 70. Quand vous avez une interface qui est déjà développée multi-utilisateur, c'est-à-dire qu'elle va détecter qu'on a plusieurs points, vous mettez la patte, ça va marcher. Voilà, on a détecté qu'il y a un gros truc. Donc toujours pensez ou demandez à ceux qui codent votre application de faire attention au fait que voilà, en 3 secondes ça doit marcher, quand je mets toute la main ça marche aussi. Taille et poids, ah oui. Alors ça c'est plus pour les gens qui font de l'insertion en meubles. Ça nous est arrivé. Ça pèse lourd, comme je vous l'ai dit, c'est un écran LCD. Plus l'écran est lourd, enfin plus l'écran est grand, plus il est lourd. Les marques vont pas s'embêter à mettre des Sony ultra plats qui coûtent une fortune. On va mettre des gros LG bien robustes à l'intérieur. Il y a un ordinateur, et il y a une dalle qui vient par-dessus. Alors pour la capacité projetée, c'est un film, mais c'est un peu différent. Il n'empêche que pour une insertion en meuble, ça pèse. C'est quelque chose qui pèse très lourd. C'est quelque chose qui est assez précieux, qu'il faut manipuler. Quand elle n'est pas dans son bloc prévu, parce qu'on les dénude pour les insérer, il faut faire attention aux tailles et au poids. Voilà. Parce que ça nous est arrivé plusieurs fois. Comme vous commandez un pied télé, vous devez respecter la taille de l'écran et le poids de l'écran. Et une table tactile, c'est exactement pareil. Et enfin, le nettoyage. On l'oublie souvent, mais passer une journée avec une table tactile et 1 milliard de doigts gras sur un salon, vous avez quelque chose d'affreux en fin de journée. Donc il ne faut pas oublier d'amener tout ça pour la nettoyer. Alors, un truc
Un truc sympa qu'on voit de plus en plus, c'est je veux faire une action sur les réseaux sociaux. Alors, là, on va prendre deux exemples. On va prendre Facebook et on va prendre Twitter. Il nous est arrivé deux choses il n'y a pas longtemps qui sont assez rigolotes. Alors, la première, c'est Facebook. Ayez bien en tête qu'on ne fait pas ce qu'on veut avec Facebook. Donc, tout ça, ça répond à des API. L'API, c'est ce qu'on va utiliser pour communiquer avec le réseau social. Donc, généralement, les marques ont des grandes envies, comme par exemple faire un jeu Facebook pour récupérer des leads, pour récupérer des trucs, machin. Ou alors, moi j'ai fait un événement tablette et je veux que les gens ils postent ça sur leur profil Facebook. Oui. Alors, c'est possible. Par exemple, prenons l'exemple de Facebook. Poster sur un profil Facebook personnel, c'est possible. Par contre, ce qui n'est pas possible aujourd'hui en France, c'est de faire un robot qui dit qu'il va déconnecter obligatoirement la personne. Ce qui veut dire que j'ai fait mon application tablette, je me suis pris en photo avec madame, et là je veux poster sur mon appli Facebook. Alors je peux me connecter, moi je peux très bien le créer, je me connecte à mon profil, poster. Si la personne ne fait pas d'elle-même le geste de se déconnecter, elle va rester connectée sur l'API. La prochaine personne qui passe, si elle est malfaisante, elle fait ce qu'elle veut sur le profil. Enfin, en tous les cas, elle poste toutes les photos qu'elle veut. Moi aujourd'hui, on ne peut pas faire un robot qui dit au bout de 3 secondes, déconnectez-moi de Facebook. Donc ce qui fait que ça arrive notamment ça arrivait sur une de nos marques de voitures qui a voulu faire un événement Facebook, on l'avait prévenu, et ben voilà, donc ça a posté, puis ça postait pas sur le bon profil, ça n'allait pas sur le truc, il y a eu des plaintes, et voilà. Ce qui est possible de faire, c'est de poster sur un événement. Alors, le market n'est pas très content avec ça, mais en gros, c'est de créer un compte avec un événement, et donc on peut poster sur le fil de l'événement, tant que ça n'inclut pas un compte personnel. Voilà un peu pour Facebook. Alors, pour Twitter, d'ailleurs, il faudrait peut-être que je passe. Oui. Alors, sur les réseaux sociaux, il faut toujours se dire quel discours pour quel but. C'est très important parce que vous êtes en public. C'est encore pire que si vous parliez en public. Là, vous êtes vraiment sur le grand public, le monde entier. Vous avez le monde entier qui vous écoute. Alors, par exemple, pour Twitter, on a fait quelque chose dernièrement pour une assurance qui courait à la route du Rhum. On leur a fait un petit jeu Twitter. On a fait une route du Rhum sur Twitter. Le principe, c'était plus vous tweetiez, plus votre bateau avançait, évidemment. Et en plus, comme c'est une assurance solidaire, on pouvait faire des hashtags spéciaux pour ramener les bateaux à l'arrière, puis ça nous a avancé. Quand on tweetait une cause, ça nous a avancé. Quand on tweetait, parce qu'on avait fait tout un petit élément météo, quand on tweetait avec une bonne météo, ça nous faisait plus avancer. Et puis comme ça nous faisait marrer de faire un Mario Kart, on faisait des hashtags spéciaux, on pouvait se balancer des pétoles, des dématages, enfin, des trucs assez sympas. Donc du coup, on fait cette action-là, et puis elle marche, elle cartonne plutôt bien, parce qu'on a fait 4 heures de trending topics, on a explosé le hashtag de la route du Rhum, et donc on a floudé énormément de comptes. C'est-à-dire que les gens qui participaient, ils tweetaient n'importe quoi, on y allait, tac, 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 tac. Donc ça a fait effectivement monter le hashtag de cette magnifique assurance. Par contre, ça a floudé pas mal de comptes. Alors la communauté de la voile n'était pas forcément contente, mais c'est pas grave, parce qu'en fait le discours et le but de l'agence de communication, c'était vraiment de faire monter le nom de l'assurance, et puis voilà, c'était pas effectivement d'être qualitatif au niveau de la communauté. On a fait la même, on a réfléchi à une autre mécanique pour un autre client qui lui a dit « Ah non, surtout pas de flooding, je veux absolument pas qu'il y ait des comptes pourris de partout. » Et donc là, il a fallu réfléchir à une mécanique, c'est-à-dire qu'il voulait le même jeu, mais il voulait pas que ça fonctionne pareil. Donc du coup, on a réfléchi à un truc beaucoup plus qualitatif, c'est-à-dire qu'on calculait le nombre de retweets, il fallait que la personne dise quelque chose d'extrêmement intéressant pour qu'elle soit retweetée par d'autres, et en fait on calculait le rebond, et puis plus ça faisait ricocher, plus on faisait avancer. Donc voilà. Donc là, il faut faire un peu attention à ce qu'on veut dire. Quantité versus qualité. Est-ce que l'API l'autorise? Est-ce que la France l'autorise? On ne peut pas faire ce qu'on veut. Et sur lequel, surtout des réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on veut faire? Ils ne marchent pas tous pareil. Alors, je veux une application smartphone ou tablette. Alors, ça, c'est le sujet le plus sensible avec les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'une application smartphone, on peut la faire de plein de manières différentes. Il faut d'abord savoir pour qui et surtout est-ce qu'il y a une diffusion publique. Pourquoi? Parce que s'il y a une diffusion sur les stores, ça veut dire qu'on doit répondre à certaines normes, notamment chez Apple.
et que ça va beaucoup influencer sur le prix. C'est-à-dire que si vous voulez faire une application aujourd'hui, vous pouvez passer par ce qu'on appelle le développement natif. Si vous passez par du natif, c'est-à-dire dans le langage du smartphone, et ben si vous le faites pour Apple, il faudra le faire pour Android, et puis pourquoi pas pour les plus foufous, on va aller jusqu'au BlackBerry. Là, vous avez 3 développements, 3 prix, ça coûte très cher. Alors ça, c'est pour de la grosse application, c'est pas forcément pour de l'événementiel. Pourquoi je dis pour qui et diffusion? C'est que par exemple, nous, sur certains de nos clients, on passe par ce qu'on appelle des web apps, parce que ça coûte beaucoup moins cher à développer. C'est un développement commun avec des exports, et surtout, sans diffusion sur les stores. C'est-à-dire que soit notre client a un store privé, ça arrive souvent sur les clients bancaires, soit tout simplement on va prendre son parc. Voilà, nous, par exemple, les constructeurs automobiles, ils ne s'embêtent pas, ils ont des parcs tablettes ou des parcs smartphones. On va prendre le parc et on va installer directement sur la tablette. Pourquoi? Parce que en fait, ce sont des commerciaux ou ce sont des hôtesses formées et ils n'ont pas besoin de passer par les stores. Donc il faut savoir que si on ne passe pas par les stores, le coût est divisé par franchement 2 ou 3. Donc c'est quand même important. Donc sur le scale des smartphones, les mises à jour. Alors oui, effectivement, par contre, si on ne passe pas par les stores et qu'on fait ça un peu à la va-vite et qu'on appelle quick and dirty, il ne faut pas oublier que par exemple, si on veut sur un iPad et qu'il doit être jailbreaké ou un truc comme ça, il ne faut pas oublier que si on met à jour, pouf, voilà, l'application ne marche plus. Donc, il faut vraiment penser le fait que est-ce que ça va durer dans le temps, est-ce que c'est du one-shot, est-ce que j'ai besoin d'un truc vraiment la grosse machine de guerre, ou est-ce que j'ai vraiment juste, en fait, j'ai juste besoin de créer des leads, donc c'est quoi? C'est un questionnaire qui va envoyer sur une base de données. Et voilà, il faut vraiment se poser la question de ce qu'on veut. Surtout quel capteur aussi, ce qui va influencer sur le prix, c'est est-ce qu'on doit utiliser l'appareil photo, est-ce qu'on doit utiliser le gyroscope, est-ce qu'on doit faire des choses, une expérience tactile et ainsi de suite, est-ce que je dois faire certaines gestuelles. Ça va aussi beaucoup influencer sur le développement. Maîtrise du parc des objets, ça je vous l'ai dit. Donc en gros, nous on conseille toujours de faire du Android. Pourquoi? Parce que c'est plus simple pour nous de le développer et pour vous c'est beaucoup moins cher. Tout le monde y gagne. Surtout, un autre truc, ça m'est arrivé dans mes petites pattes il y a pas si longtemps que ça, c'est le temps de publication. Donc il fallait faire une application publiée sur les stores. Android, ça prend 5 jours. Apple, ça dépend de la sortie d'Apple. C'est-à-dire que si vous êtes en pleine sortie de l'iPad 3 ou un truc comme ça, alors là, c'est tout le monde est surbooké, vous en avez pour 2-3 semaines. Et ça, quand vous ne le savez pas, quand il y a un événement à sortir, c'est un peu difficile, parce que votre événement, vous n'avez pas changé la date. Donc, il faut se renseigner un petit peu là-dessus. Connecté ou hors ligne. Alors, aujourd'hui, pourquoi connecté ou hors ligne? Alors, pour un cas très terrain, aujourd'hui, sur un salon, est-ce que le Wi-Fi marche? La réponse est non. Voilà, c'est aussi simple que ça, la réponse est non, ça ne marche pas. Donc, est-ce que vous avez un parc Wi-Fi pour remonter de la data, pour faire des trucs? Puis tout simplement aussi pour avoir une application connectée, parce que vous avez besoin de remonter de la data, que vous avez besoin de faire des choses. Donc, toujours se poser, est-ce que j'ai du Wi-Fi à disposition? Ou alors, sinon, est-ce que je peux utiliser la 4G du téléphone? Et sinon, aussi, est-ce que j'ai besoin d'une connexion? Je peux faire du hors-ligne. Alors, il y a aussi des applications qui font les deux, c'est-à-dire qu'on code hors-ligne, enfin, on se débrouille pour faire de l'accumulation de data hors ligne, et hop, dès que je chope un réseau, ça envoie tout. Donc ça, c'est assez important parce que ça va influencer le développement, donc ça va forcément influencer le prix. Voilà, de savoir est-ce que vous avez une couverture réseau. Parce que par exemple, il est ultra simple, je ne devrais pas vous le dire, mais il est ultra simple de faire une petite web app si on est sûr que vous avez le net. Vous avez un truc connecté pour collecter des leads avec des questionnaires et ainsi de suite, un petit questionnaire client et ainsi de suite. Eh bien, il est assez simple de le faire en web app. Hop, on code ça un peu comme un site, on exporte ça en application. Tout est bien packagé sur votre tablette. Vous envoyez ça chez nous. Hop, on met la petite icône, le truc qui va bien, et vous partez sur votre événement. Et tout le monde est content. Qui dit plus simple, dit forcément moins de temps de développement, dit forcément beaucoup moins cher. Alors, si dans le cas où vous ne savez pas du tout de quoi vous avez envie, voilà, ça arrive. Alors là, pas de panique. Il faut savoir écrire un brief pour un événement interactif, mais c'est à peu près la même chose que pour tous les briefs. C'est qu'est-ce que vous voulez dire en premier? Pourquoi? Parce que nous, ça va nous donner la taille, la quantité, la qualité du contenu. Voilà, tout ce qui, on va vraiment commencer à baliser le contenu, ce qui est super important. À qui voulez-vous le dire? Le public.
Que je me répète, ce qui vous plaît à vous, vous plaît pas forcément à votre public. N'oubliez jamais la cible. Nous, on est là toujours là pour vous le rappeler. La cible, c'est principal. Donc c'est bien. Nous, on a eu beaucoup de clients qui viennent nous voir en disant je veux du fluo, du machin, des trucs, parce que c'est super. Ça, franchement, c'est ce qui me fait vibrer. Oui, mais bon, pour une clientèle, par exemple, féminine plutôt classe, vous êtes sûr du fluo avec des gros boum boum. Bon, voilà, public et usage. Est-ce qu'il existe des contraintes, des obligations? Ça, c'est le périmètre du projet. Encore une fois, comme je disais en début de présentation, plus on a de contraintes, plus on est créatif. Et surtout, plus on évite les pièges au niveau de l'installation. Et est-ce qu'il y a quelque chose, quelque part, que vous avez trouvé génial? Alors ça, c'est quand on revient à notre cher Kevin qui a vu des trucs. Quand vous voyez quelque chose de formidable, essayez de comprendre pourquoi c'est formidable. Essayez de savoir comment c'est fait. Soyez un tout petit peu curieux et essayez de comprendre comment c'est fait tout ça. Et ça va vous donner un peu la complexité de la chose, sans forcément rentrer dans les détails. Mais voilà, c'est avoir une veille un peu qualitative pour mieux deviner vos envies. Et puis après, nous, on se charge du reste. Voilà, alors si je dois finir pour cette présentation, parce que j'ai beaucoup parlé, si vous deviez retenir 3 choses, je suis désolé pour l'effet qui va suivre, mais j'avais tellement envie de vous le caler. Alors, n'ayez pas peur de passer le cap. Il faut absolument passer au numérique. Aujourd'hui, vous avez de moins en moins le choix. La présence sur les réseaux sociaux est pratiquement obligatoire pour une marque. Mais par contre, soyez accompagnés d'experts. Ça ne coûte pas plus cher de bien manger. Hein, ça ne coûte pas plus cher de passer un coup de téléphone, de valider son truc pour éviter les licornes improbables sur mon bureau. Voilà, c'est comme un réparateur. Vous appelez quelqu'un, il faut toujours s'entourer d'experts. Et puis enfin, vraiment, s'il vous plaît, donnez du sens à vos projets numériques. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis disponible pour les questions. Oui. C'est vrai que c'est un truc que j'ai pas dit. Alors, je pense pas que c'est une question de budget, mais c'est un truc qu'on m'a toujours appris. Less is more, simple is beautiful. C'est vrai que c'est la tendance pour éviter la débâcle. Alors, moi, j'ai toujours des clients qui me font un effet feu d'artifice et ainsi de suite. Le truc dans un événement numérique interactif, moi, c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire après un événement, c'est magique. Ah là là, c'était fou, c'est magique. C'est la transparence de la technologie. C'est-à-dire ça doit même pas exister, ça doit être ultra simple d'utilisation. Et voilà, magique, quoi. C'est-à-dire qu'on n'en a même pas besoin de savoir comment ça marche, magique. Alors sur le simple et joli, bah, ça va se passer sur l'interface, c'est des trucs sobres. Voilà, c'est pas des trucs bariolés de partout. Simple, simple, hein. De toute façon, c'est comme vous l'avez dit. Aussi simple que ça. Il faut que ça soit magique, facile à utiliser. Voilà. Ouais. Ouais. Mm. Non, c'est le device sans le contenu. Mm. C'est-à-dire dimensionné. Euh, C'est-à-dire par rapport au prix, comment elle est budgétée, l'application? Alors, nous, aujourd'hui, on budgète du temps. C'est-à-dire que plus l'application est compliquée et grosse,
plus elle demande du temps, plus elle est, plus elle est coûteuse. Voilà. Sur la gestuelle tactile, je ne pense pas que ça influence. C'est pas parce qu'on va demander des ronds, des gestes bien précis que ça va influencer ce prix-là. C'est vraiment la taille du contenu, le développement, la technologie, c'est-à-dire que est-ce qu'on va devoir le coupler par exemple sur une détection d'objets? On va devoir coupler en plus une détection d'objets, on va devoir coder des choses qui ne sont pas forcément natives. Sur les tables par exemple, sur nos tables par exemple, c'est du Windows 8. Donc on va être capable de coder de l'application assez simplement. Ce qui va dimensionner, c'est vraiment le contenu, c'est la taille, tout simplement. Qu'est-ce qu'on veut dire? Combien il y a de pages? C'est un peu comme un site internet finalement. Combien il y a de pages? Par exemple, là, on avait fait une timeline pour Renault. C'était un nombre d'années de 1876 jusqu'à nos jours. Donc il y a je ne sais plus combien d'années, avec des vidéos à l'intérieur, des images et des textes. Bon, voilà. Alors, ce qui va rendre complexe, c'est la gestion des vidéos. Il faut que ça s'ouvre, il faut que ça soit qu'on puisse déplacer la vidéo en même temps qu'elle puisse se lire. On puisse zoomer dans les images, qu'on puisse avoir du texte. Tout ça, en fait, ça fait un cahier des charges, ça fait un temps de développement, et donc, du coup, ça va influencer sur le prix. Par contre, c'est pas parce que le projet, effectivement, on doit faire ça pour la timeline, on peut se passer des images, des effets de glisser-déposer. Non, ça, en fait, ce sont des bibliothèques déjà existantes. Ça ne va pas forcément influencer. Moi, je pense que vraiment, ce qui influence le prix, par exemple, une application sur tablette et sur table tactile, pour moi, c'est à peu près le même prix. Puisqu'on a une device tactile avec le même genre de bibliothèque d'éléments gestuels. Et après, voilà, c'est le contenu, c'est les pages, ce qu'on va en faire. C'est plutôt ça qui va dimensionner la taille du projet. Alors, le temps. C'est-à-dire que, alors, imaginons qu'on ne publie pas sur les stores. Parce que si on publie sur les stores, il y a effectivement quelques diplômes à avoir, on va dire, quelques licences à prendre. Déjà, il y a des coûts de licence, tout simplement. Il y a déjà un coût de licence. Ensuite, c'est le temps qu'on va passer sur l'export. Alors là, on prend l'exemple que si par exemple je fais une web app et que je dois l'exporter sur les deux. Je ne prends pas l'exemple de natif, parce que le natif, tout simplement, parce que le développeur coûte une fortune. Il faut développeur iOS, ça coûte une fortune. Mettons que c'est un de mes développeurs qui le fait et que après je dois l'exporter entre les deux plateformes. Alors, si par exemple on prend un parc maîtrisé, c'est-à-dire que j'ai un client avec un parc Android et un client avec un parc Apple qui a 100 tablettes, je dois installer un événement avec 100 tablettes. Et bien sur Android, je vais être très simple, c'est-à-dire que je vais faire tac, 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 pas de souci, hop, je mets l'application, autoriser les applications développeurs, et puis hop là, je fais ça à la chaîne. Sur Apple, j'ai besoin de chaque numéro email, chaque licence doit être renseignée avec chaque numéro email, et ben voilà, au lieu de passer un jour, je vais y passer 3-4, parce que j'ai 100 tablettes à rentrer. Donc c'est tout simplement le temps. Alors après, chez nous, c'est parce que nous, on facture du temps, on est société de service, donc du coup, au bout d'un moment, quand vous me prenez trop de temps, c'est un peu ça qui va influencer. Et ensuite, c'est les licences. C'est-à-dire que j'ai un nombre de licences à prendre par rapport à chaque export. Voilà. Alors, c'est peut-être pas 50%, je pense pas que je me dis 50%, mais c'est forcément plus cher sur Apple. C'est plus contraignant, en fait, tout simplement. Alors, les tablettes sont moins belles, peut-être, quoique les surfaces sont pas si mal. Mais c'est beaucoup moins contraignant à développer sur Android. Tout simplement parce que c'est fait pour, c'est libre.